Alors, comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'un problème est NP complet? Eh bien, on va utiliser une stratégie qui ressemble très fort à celle qu'on utilisait pour prouver qu'un problème est indécidable, on l'a juste adaptée. On se persuade qu'il admet un vérificateur polynomial, ce qui veut dire qu'on sait qu'il est dans NP, et on se persuade qu'il est plus difficile qu'un problème B que l'on sait déjà NP complet. Si on a ça, le premier point nous dit qu'il est dans NP, et si on a la deuxième propriété, eh ben on a qu'il est complet. Parce que si je prends n'importe quel problème de NP, il sera plus facile que B, et puisque B est plus facile que A, il sera plus facile que A. Donc c'est vraiment ça la stratégie qui est utilisée pour prouver qu'un problème est NP complet. Et c'est vraiment ça qui est la façon de prouver la NP complétude d'un problème. Bon, une remarque importante, on prouve qu'un problème A est NP complet en montrant qu'il est plus difficile qu'un autre problème NP complet, et pas le contraire. Il ne faut pas montrer qu'il est plus facile qu'un problème NP complet, puisque par définition on le sait déjà s'il est dans NP. Et il n'est pas rare qu'on se lance dans des grandes dissertations pour prouver que A est plus petit que B, au lieu de prouver que B est plus petit que A. Attention, c'est une erreur fréquente dans les raisonnements. Bon, et c'est vraiment ça qui justifie, sur le fond, pourquoi est-ce que les gens cherchent à produire des listes de problèmes NP complets. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on va essayer de savoir s'il est NP complet. Et la stratégie, c'est de regarder dans la liste des problèmes qu'on connaît déjà NP complet. Donc, peut-être que mon problème est bêtement dans cette liste, auquel cas je sais déjà directement, ou sinon, je vais trouver un problème proche et essayer de montrer que mon problème est plus difficile que ce problème proche, déjà connu pour être NP complet. Garay et Johnson ont commencé à faire dans les années 80, en 1979, avec un livre qui est apparu et qui est très célèbre, avec plus de 300 problèmes. Bon, en 2020, on utilise plutôt des sites sur le web dans lesquels vous avez plusieurs milliers de problèmes NP complets qui sont listés. Par exemple, le NP Compendium, hein, donc vous pouvez trouver ça sur le web. Évidemment, je parle de 300 problèmes distincts, donc ceci appuie aussi toute la variété des problèmes qui peuvent être NP complets. Normalement, la stratégie est toujours celle-là. En pratique, la première étape, prouver qu'il admet un vérificateur polynomial, dans presque tous les cas, est facile. C'est en réalité juste un jeu sur la définition du problème. Il suffit de se persuader qu'il est de la forme existentielle et que, étant donné la chose que l'on cherche à deviner, le certificat, et l'instance du problème, vérifier que c'est un couple correct se fait bien avec un vérificateur polynomial. La partie difficile, c'est l'étape 2, prouver qu'il est plus dur qu'un problème déjà NP complet. Donc, je vais donner des exemples, et un exemple, c'est 3 SAT, qui est une variante de SAT. Donc, 3 SAT, c'est je me donne une formule du calcul propositionnel, mais sous une forme particulière. C'est une conjonction de disjonction de 3 littéraux. Donc, le littéral, c'est une variable ou sa négation. Et la question est de savoir si cette formule est satisfiable. Je vous affirme que ce problème 3 SAT est NP complet. Alors, vu l'importance du problème, je vais le redire. Je me donne une formule qui est une conjonction de disjonction de littéraux. Donc, chacun des yi1, yi2, yi3, c'est soit une variable, soit sa négation. Et la question, c'est de savoir si cette formule est satisfiable. Et à vrai dire, souvent on utilise SAT plutôt que 3 SAT. Et donc souvent ce qu'on appelle théorème de Cook-Levin, c'est le fait que 3 SAT est NP complet et pas le fait que SAT est NP complet. Mais ce que je vais vous prouver, c'est que le fait que SAT est NP complet clairement implique que 3 SAT est NP complet. Et c'est mon premier exemple de réduction. Alors, donc j'ai dit que la stratégie consiste à 2 étapes. Étape 1, étape 2. Étape 1, prouver qu'il est dans NP. Étape 2, montrer qu'il est plus dur qu'un problème NP complet. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement ça, montrer qu'il est plus dur que SAT, que je sais NP complet.
Donc étape 1, c'est dans NP. Et typiquement, je l'ai déjà dit, mais typiquement, cette étape-là est l'étape facile et on s'en sort avec une phrase de ce type-là, qui est de reprendre la définition de ce qu'on appelle du problème en question, là c'est 3SAT, et à dire que la donnée de quelque chose constitue un certificat vérifiable en temps polynomial pour dire qu'il est dans NP. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on veut savoir? Si une formule est satisfiable, ce qu'on cherche à deviner, c'est la valeur des variables. Donc la donnée d'une valeur dans 0,1 pour chaque variable constitue un certificat vérifiable en temps polynomial. C'est l'étape 1, c'est clairement dans NP. Maintenant, le fait que SAT soit plus facile que 3SAT, il faut que je construise une réduction qui prend une instance de SAT et qui l'envoie sur une instance de 3SAT. Et je vais donc prendre une instance de SAT, c'est une formule, et je vais la transformer en une instance de 3SAT. Et je vais le faire sur un exemple. Je vais considérer une clause de f. Donc f est en forme normale conjonctive, mais le truc c'est qu'elle n'a pas nécessairement la forme de formule 3SAT, c'est-à-dire qu'une clause pourrait avoir plus que 3 littéraux a priori dans f. Donc je prends une clause de f, par exemple ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 littéraux, et ce que je fais, c'est que je la transforme en une nouvelle conjonction de clauses. J'introduis des nouvelles variables que je vais appeler A, B, C, D, sur cet exemple, en remplaçant C par la formule suivante. Je prends les deux premières, j'écris ou A et non A, ou ensuite là j'ai pris la troisième et je l'ai mis là, ensuite ou une nouvelle variable et la négation de cette variable-là, ou la variable d'après, ou non C et non C, ou etc. L'intérêt de cette manipulation, c'est de se convaincre que trouver une valeur pour x, y, z, u, v, w, t qui satisfait C, c'est la même chose que de savoir s'il y a une valeur possible pour A, B, C, D, donc les nouvelles variables, telles que celle-là soit satisfaite. C'est pénible de vous expliquer pourquoi, mais vous pouvez vous en convaincre. En fait, A, B, C, D code laquelle des variables ici rend C vrai d'une certaine façon. Enfin, formellement, ce que je veux dire, c'est que la propriété que j'ai, c'est que C est satisfiable si et seulement si R de C est satisfiable. Sachant que R de C possède plus de variables que C. Et la propriété, c'est que si je suis parti d'une formule F qui était une conjonction de C1, CL, je vais construire F' qui est R de C1 et la conjonction de R de C1, R de C2, R de Cl. Et la propriété que j'obtiens à cause de cette propriété-là, c'est que F est satisfiable si F' est satisfiable. Et le gros avantage, c'est que F' est bien une instance de 3SAT. Donc j'ai exactement prouvé que SAT était plus facile que 3SAT si je n'oublie pas de dire que la fonction qui a f associe f' se calcule bien en temps polynomial. Mais ça c'est clair, puisque l'algorithme consiste simplement à réécrire f en f'. Et donc c'était un exemple de preuve de NP-complétude. Bon, je vais donner un autre exemple de preuve de NP-complétude, le fait que 3 colorabilités est NP complet. Alors, 3 colorabilités est dans NP. On l'a déjà vu, j'ai déjà expliqué. Une autre façon de le dire, c'est on peut s'en sortir avec une phrase du genre « La donnée d'une couleur pour chacun des sommets constitue un certificat vérifiable en temps polynomial. » Donc c'était l'étape 1 de ma stratégie pour prouver qu'un problème est NP complet. Étape 2, montrer qu'il est plus difficile qu'un problème que je sais déjà NP complet. Là, je vais utiliser 3SAT. Je vais montrer que 3 colorabilités est plus dur que 3SAT. Il faut que je construise une fonction qui fait cette réduction. Donc qui prend une instance de 3SAT et qui l'envoie sur une instance de 3 colorabilités. Donc quelque chose qui prend une formule de 3SAT et qui l'envoie sur un graphe.
Et ce qu'on va faire dans ce graphe, c'est qu'on va chercher à traduire deux contraintes. Le fait qu'une variable prend la valeur 0, 1, d'une part, et d'autre part, les règles d'évaluation d'une clause, d'autre part. Ce qu'on fait, c'est qu'on construit un graphe qui a 3 plus 2n plus 5m sommet, où n est le nombre de variables et m de clauses. Les trois premières, notées vrai, faux et ne sait pas, sont reliées 2 à 2 en triangle. Donc on a vrai, faux et ne sait pas, et on les relie en triangle. Et pour chaque variable xi, donc si j'ai une variable, disons a, j'introduis un sommet a et un sommet non a. Et ce que je dis, c'est que on les relie 2 à 2 en triangle, a ne sait pas. Donc on fait ça. Pour a, si j'ai une variable b, je fais non b, et je relie ça en triangle, a ne sait pas. Et si j'avais une variable c, même chose. Et pour chaque clause de la formule f, donc de la forme, donc il y a une disjonction entre trois littéraux, donc x, y, z, c'est un littéral, j'ajoute 5 sommets selon le schéma qui est là, ici en bas. Quel est l'intérêt de cette opération? C'est un exemple typique de ce qu'on appelle un gadget ou un widget. Dans l'épreuve de NP complétude, c'est en fait un objet avec une propriété particulière qu'on va utiliser. Et là, en l'occurrence, je vais faire un raisonnement sur ce dessin, ce graphe particulier. On va supposer qu'on impose que les trois sommets à gauche, donc je parle de ceux-là, sont soit bleus, soit rouges. Ce que je vous affirme, c'est que je peux colorer le sommet le plus à droite en bleu, avec un bon coloriage, si et seulement si au moins un sommet à gauche est en bleu. Donc par exemple, si ici j'avais bleu, rouge, rouge, c'est bien possible de colorier les sommets intermédiaires de telle sorte que à droite ce soit en bleu. Alors ma preuve, je vais vous la faire graphiquement en vous faisant la liste de toutes les configurations possibles. Donc premier cas, à gauche j'ai ça, c'est possible, la preuve. À gauche je peux avoir ça, c'est possible, voici la preuve. À gauche je pourrais avoir ça, c'est toujours possible. À gauche je pourrais avoir ça, c'est encore possible. À gauche je pourrais avoir ça, c'est encore possible. À gauche je peux avoir ça, c'est encore possible, la preuve. Et à gauche je pourrais éventuellement avoir tout le monde en bleu, et c'est encore possible de mettre le sommet ici en bleu. Par contre, si jamais j'avais les trois sommets en rouge à gauche, c'est impossible de mettre du bleu ici et d'avoir un coloriage correct. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai un triangle. Donc un triangle veut dire que les couleurs des sommets qui sont là, ici et là sont nécessairement distinctes. Et puisque ces sommets-là sont reliés et ces sommets-là sont reliés, je sais qu'ici, ce n'est pas rouge. Et ici, ce n'est pas rouge. Donc du coup, comme il y a trois couleurs, ça veut dire que nécessairement ici c'est rouge. Et maintenant je refais le raisonnement sur ce triangle. Si c'est rouge ici, c'est nécessairement rouge. Bref, ce que je viens de dire, c'est que si jamais les trois sommets à gauche sont soit bleus, soit rouges, c'est possible de colorier le sommet qui est là à droite en bleu, si et seulement si, au moins un sommet à gauche est en bleu. Si vous préférez, et que vous voyez bleu comme vrai et faux comme rouge, vous arriverez à colorer ce sommet-là, si et seulement si j'avais X, Y, Z, si et seulement si j'ai X ou Y ou Z. Donc ce graphe, ce gadget permet de coder une clause. Et du coup, j'obtiens ma réduction. Alors peut-être je vais développer ça sur un exemple. Donc exemple, si ma formule c'est A ou B ou non C, et A ou C
ou non D. Je n'ai aucune idée si cette formule est satisfiable, mais quel est le graphe que je vais obtenir? Donc j'ai A, B, C et D comme variables. Donc si je reprends le principe de ce que j'ai évoqué auparavant, j'ai donc un triangle vrai, faux, ne sait pas. J'ai donc A, non A, qui sont reliés entre eux et qui sont reliés à ne sais pas. J'ai B, non B, qui sont reliés entre eux et qui sont reliés aussi à ne sais pas en triangle. C, non C, reliés ensemble et reliés à ne sais pas en triangle. D, non D, reliés ensemble à ne sais pas en triangle. Et donc j'ai deux clauses, A ou B ou non C pour la première et A ou C ou non D pour la seconde. Donc pour chacune d'elles, j'introduis donc 5 sommets selon le schéma du gadget, à savoir ce schéma-là, en reliant ça donc à vrai. Et donc j'ai une entrée ici, une entrée ici. Ça c'est pour la première clause et je fais la même chose pour la deuxième clause. Donc avec mes 5 sommets aussi reliés à vrai. Et donc la première clause, c'est A ou B ou non C. Donc je relie tout simplement ça à A, ça à B et ça à non C pour la première clause. Et pour la deuxième clause, donc qui est A ou C ou non D, je relie donc ça à A, celui-là à C et celui-là à non D. Et voici le graphe obtenu. Et donc, quel est l'intérêt de cette opération? C'est que si f est satisfiable, c'est bien possible de colorier ce graphe que j'obtiens avec 3 couleurs. Il suffit de mettre les variables vraies avec la couleur du sommet vrai, disons bleu, les variables fausses avec la couleur du sommet faux, disons rouge, et de compléter. Ça va marcher, je suis bien capable de colorier mon graphe. Réciproquement, si le graphe est coloriable avec 3 couleurs, comme j'ai un triangle entre vrai, faux et ne sais pas, je suis sûr qu'ils ne sont pas de la même couleur. J'appelle vrai la couleur de vrai. Les triangles entre les variables xi, non xi et ne sais pas garantissent que soit xi est vrai, soit non xi est vrai. Et vrai veut dire est de la même couleur que vrai. Le troisième gadget, donc ce fameux gadget, assure que pour chaque clause, il y a au moins x, y ou z qui est de la couleur de vrai. Et en prenant pour vrai toutes les variables de la couleur de vrai, on va obtenir une affectation des variables qui satisfait la formule f. Bref, une formule f est une instance positive de 3 sats si le graphe que j'obtiens est 3 coloriable. J'ai presque terminé de vous convaincre que 3 sats est plus facile que 3 colorabilités. La seule chose qui manque, c'est de me persuader que cette fonction-là en question, qui a f associé g de f, se calcule bien en temps polynomial, mais c'est clair, puisque ça consiste simplement, étant donné f, à écrire le graphe que je viens de vous décrire, et ça se fait facilement en temps polynomial. Bon, cette preuve est un exemple de preuve de NP complétude, et vous allez pratiquer ça en petite classe.